Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne, chaîne consacrée aux jeux d'échecs, dans laquelle la spécificité, ça sera d'avoir le plus souvent possible des invités qui commenteront l'actualité, qui feront des rubriques et également des commentaires de parties, des analyses. Donc ça sera une chaîne avec le plus souvent des personnes que je pourrais contacter et qui participeront aux émissions. Alors l'actualité chargée, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé cette chaîne, effectivement. C'est parce qu'il y a le championnat du monde Carlsen-Caruana à Londres, qui est très attendu, qui a déjà produit des surprises. Et dans ce cadre-là, je vais pouvoir, pour chaque phase, en fait, comment dire, après avoir joué 2 parties, les champions font une journée de relâche. Et donc pendant cette soirée, la soirée où en fait personne ne diffuse, nous allons refaire le match, revoir les parties qui se sont jouées, et puis ajouter en même temps une petite rubrique pédagogique ou une rubrique d'actualité, où ça sera au libre choix de mon invité. Vous allez découvrir mon invité surprise pour la première émission. J'en ai déjà effectivement 2 ou 3 autres qui vont venir me rejoindre. Et sans plus attendre, je vais vous le présenter. Ça sera peut-être une surprise. C'est aussi un ami et il a été champion de France. Alors c'est parti pour vous présenter le célèbre Ingmar Arovello. Voilà. Alors. Eh bien, bonsoir Étienne. En tout cas, merci de me présenter comme champion de France, sachant que c'était un titre qui date de 1987 et un champion de France jeune en partie rapide à l'époque, pour pas écorner l'image des autres champions de France. Voilà, donc je suis très flatté de pouvoir participer au lancement de la chaîne aujourd'hui. C'était vraiment un événement, justement à l'occasion de ce fameux championnat du monde entre Carlsen et Caruana, qui s'augure vraiment sous de beaux auspices avec de très très belles parties, très intéressantes techniquement, et qui vont être très surprenantes sur le plan, je pense, de la guerre des mers. Voilà. Très bien. Alors, je vais reprendre la main. Alors, pour cette première diffusion, j'ai décidé de le faire sur la chaîne YouTube Échecs 67, qui n'a pas vocation à contenir cette chaîne. Bien entendu, nous prendrons un autre compte. Mais c'est aussi par rapport aux questions techniques de streaming. Là, si j'ai bien remarqué, peut-être, il y a eu des petits soucis de connexion. Donc, ça fait partie aussi des surprises qu'on peut avoir. Donc, c'est un peu comme ça, c'est le direct. Écoutez, sans plus attendre, nous allons passer en fait à un échiquier où nous allons pouvoir analyser la partie entre Carlsen et Caruana, la première partie du match. Et c'est parti pour cette première analyse. Alors, je vais de nouveau mettre Ingmar en gros plan. Et voilà. Donc, voilà. Donc, tout se passe bien. L'échiquier d'analyse est à gauche. Nous allons pouvoir jouer quelques coups. Alors, en fait, il ne s'agit pas de faire une analyse exhaustive de ces 115 coups qui ont été joués. Hein. Je crois que là, moi, je serais complètement à plat s'il fallait analyser tout ça. Mais c'est de parler des moments forts et puis aussi de parler de ce qui englobe le match. Donc, avec tout la pression qui est sur les 2 joueurs. Bon. Alors, on va commencer. Donc, Ingmar, tu pourras prendre la main quand tu veux. Tu pourras aussi jouer les coups. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je raconte et vice-versa. Donc, c'est parti pour les premiers coups. Donc, Caruana. Alors, je vais peut-être pas tout de suite... comment dire, si je pourrais évoquer l'anecdote du premier coup qui a eu lieu. Je crois que c'est un acteur anglais qui l'a joué. Et il s'est passé un petit quelque chose. Oui. Alors là, je vous inviterai à nous suivre, je crois, pour le troisième épisode, nous aurons la chance de pouvoir demander à Stéphane Escafre, qui est
qui est l'arbitre de la rencontre, ce qui s'est passé un peu dans cette première rencontre. Ok, donc E4, donc ok, une sicilienne. Une ouverture classique, hein. Oui. Donc Ingmar, tu prends la parole quand tu veux, tu me coupes, hein, parce que moi Oui, bon. j'ai l'impression que je parle Bon, déjà. pour l'instant, une sicilienne, non, mais c'est toujours intéressant de voir comment Magnus Carlsen se comporte par rapport à Caruana en choisissant la sicilienne, qui est, Ok. qui est une ouverture comme Donc la sicilienne, en gros, le combat est lancé, quoi. C'est-à-dire une façon de contrôler le centre, mais de façon asymétrique pour qu'il se passe quelque chose, hein. Et donc Exactement. bah, Donc, ici, Carlsen met tout de suite les pendules à l'heure. Il est là très vite pour essayer de jouer, de prendre un avantage. Je pense que c'est d'ailleurs la bonne stratégie pour le champion du monde de lutter parce que dès le départ, parce que normalement c'est Fabiano Caruana qui devrait faire ça, essayer de prendre l'avantage très vite. Ok, on continue. ok, du coup, très blanc. Fou B5. Euh, Ok. les blancs fou B5, alors là, c'est vraiment un coup surprenant de choisir une variante Rossolimo, sur l'auteur. Ouais, variante D'autant que Rossolimo. c'est une variante qu'on voit assez peu régulièrement jouer dans ce niveau. Alors c'est une partie qui a déjà été jouée entre ces deux mêmes joueurs, qui avait été gagnée par Magnus Carlsen, hein, avec les mêmes couleurs, avec les noirs. Donc c'est l'occasion de voir peut-être un test pour les deux partenaires, de voir le niveau de préparation. Oui, un test. Les Alors 5, c'est on vrai que attend là, la pour réponse des préparer, noirs. alors n'hésite pas à parler plus fort, Ingmar, hein. Là, pour l'instant, moi, je ne peux pas Oui, oui, bien consulter le sûr. chat sur YouTube. N'hésitez pas à faire des remarques pour cette première expérience, hein. Il y a certainement des choses à améliorer. En tout cas, il y en aura certainement toujours d'ailleurs. Donc, oui, une Rossolimo, et on a regardé déjà ensemble cette partie. Caruana l'a déjà joué plein de fois. Je crois, moi j'ai Ouais. retrouvé une partie de lui. Alors, on a vu une partie contre un grand maître français, Mathieu Cornette. Voilà. Mathieu Cornette, effectivement. Mathieu Cornette qui a beaucoup souffert contre Caruana, mais c'est une ouverture qui exige quand même une énorme concision technique pour les blancs pour prendre un avantage. Et Mathieu Cornette qui a dû se battre justement pour essayer de rétablir l'équilibre. C'était vraiment difficile pour lui. Ok. Alors là, juste pour dire, on t'entend bien, mais par contre, l'image est figée. Ah, ça fait partie des Ah, surprises. C'est indirect, hein, je c'est rappelle. embêtant. Oui. Ok. Juste, Oui. comment dire, pour Mathieu, c'était une partie Pro Chess League, donc partie certainement jouée en cadence plus rapide. Voilà. Sinon, euh, entre Caruana et Carlsen, il y a déjà eu des Siciliennes Rossolimo. Et Carlsen a d'ailleurs gagné une partie. Donc je pense que Caruana rejoue, il joue peut-être solide. Alors on va avancer et on va essayer de tenir des analyses de partie qui durent pas trop longtemps et avoir des moments clés. Alors la prise directe en C6, tu vas en dire quelque chose, Ingmar? Alors la prise en C6, c'est assez intéressant parce que du coup, on se pose la question de savoir normalement pourquoi pas B7 prend C6, un coup qui aurait tendance à ramener un pion vers le centre, mais D7 prend C6, c'est ensuite asseoir une prédominance sur le centre blanc, sur la case D4 notamment, avec la conjonction du fou en fianchetto et la dame en 8. Et peut-être à terme d'installer avec un cavalier, peut-être ce sera celui de G8 qui viendra en D4. D'accord. Donc là, tu es déjà en train de parler de manœuvre de milieu de jeu. Bon, rapidement, Oui. moi je connais aussi cette ouverture, pas du côté blanc, mais du côté noir. Donc quand on prend C6 directement, on casse la structure. Donc effectivement, là, au niveau de la structure de pion, les, euh, les noirs ont des pions doublés. Voilà. Donc ça va rendre un peu le jeu plus difficile pour eux. Ils devront faire attention à cet élément. Par contre, ils ont la paire de fous, ils ont des possibilités dynamiques. Et s'ils jouent Et une précisément, avance de développement.
Pardon? Et une avance de développement, du coup. Tu parles des blancs, des noirs? Des blancs, oui, tout à fait. Ok, bon, ils ont développé le cavalier F3, d'accord. Mais bon, en tout cas, ici, Oui. c'est pas normalement ce qu'on craint le plus dans la Rossolimo. C'est-à-dire que normalement, il y a des variantes où on peut jouer, par exemple, après G6, on peut roquer, et puis on peut avoir des plans à base de C3 et D4. Si je peux indiquer ces deux coups-là, voilà. C3, D4. Ok. Ok, je reprends la possibilité de jouer. Donc, allez, continuons. Donc, on revient à la partie. Donc, après, il faut prendre C6. Donc, il faut être un peu vigilant avec les noirs. Les blancs vont jouer solide. Bon, H3. Ouais. Je peux un peu commenter ce coup parce que pour et contre H3, on évite fou G4, on évite le clouage. Les blancs veulent essayer de garder un peu des pièces aussi pour éventuellement attaquer à l'aile roi. Voilà, ça fait partie des plans également. Alors, moi ce que je te propose, Igmar, c'est on va avancer un peu plus vite maintenant parce que j'ai fait exprès de laisser sur cet échiquier le petit niveau qui évalue la situation. Donc, si vous regardez ici, vous remarquez que pour l'instant, la partie est à peu près égale. Il y a un léger avantage pour les blancs. Donc, vous voyez à gauche de l'échiquier, hein, la barre verticale, comment dire, elle est remplie de blanc. C'est un petit avantage pour les blancs, justement, mais pas grand-chose. Voilà. Donc, vous pourrez à tout moment voir ce qui se passe là, voir s'il y a des gaffes commises, et la surprise va arriver. Ok. Donc je joue les coups. Chacun se développe. Les noirs jouent B6 pour consolider le pion C5. Voilà. Et ils vont entreprendre cette célèbre manœuvre de cavalier. Donc le cavalier qui... Alors, il faut noter que le fou... d'aller en F8, E6 et d'atterrir en D4. Voilà. Il faut noter que le fou C8 ne donne toujours pas d'indication sur l'endroit de son développement également. Il y a, dans cette ouverture. Ouais, le fou C8, il peut attendre un petit peu son heure. Et on peut, c'est ça qui est étonnant, on peut très vite entreprendre cette manœuvre de cavalier, même avant de roquer. Tout simplement pour placer les pièces sur des cases fortes. Okay. Continuons. Cavalier H2. Ok. On fait partie des plans également pour les blancs. D'ouvrir en jouant F4 et à ouvrir les lignes à l'aile roi pour pouvoir faire jouer toutes leurs pièces. Voilà. Ramener la dame, le fou, les deux cavaliers si c'est possible et monter une attaque sur un roi noir qui devrait se trouver à l'aile roi, mais peut-être qu'en fait il peut aussi aller à l'aile dame. Peut-être très lent. Donc c'est pour ça que les blancs essaient de justement de tirer parti, peut-être de cet avantage de développement justement, c'est d'ouvrir la ligne très rapidement pour attaquer sur les cases noires. Igmar, pour qu'on t'entende bien. Oui. C'est peut-être moi un oui. Non, on s'entend bien tous les deux. Ah ouais, voilà, donc du coup, voilà, la petite manœuvre cavalier F8, aller en E6 et ensuite aller en D4, c'est un cavalier puissant, armé sur des fondements qui font C5 et E5, qui sont très intéressants. Maintenant, les blancs essayent effectivement d'ouvrir les lignes très rapidement pour profiter de l'avantage de développement dont je parlais. C'est ça. Alors, sachant qu'il y a des cases faibles qui sont faibles sur les cases noires, en F6, H6. Voilà, les cases noires. Si on peut échanger le fou de cases noires, si on peut commencer à faire danser les cavaliers sur les cases noires, ouais, il peut y avoir du sport. Donc n'hésite pas à regarder, toi, moi je le fais pas sur mon échiquier, sinon ça va... je peux le montrer puisqu'on est dans la phase un peu technique. Si je bouge mon échiquier comme ça, voilà, oups, on voit plus rien. Donc en bas, toi, tu peux regarder aussi le nombre de parties qui ont été jouées. Là, je pense qu'on est en pleine théorie, il y a encore, je sais pas, certainement 10 000 parties jouées. Et un peu, tu peux voir même qui a pratiqué cette ouverture. Donc toi, tu as accès à des statistiques sans problème. N'hésite pas à le faire. Hein. Bon. Donc, continuons. Alors,
Moi, ce que je propose, c'est qu'on avance assez vite et qu'on voit des moments clés. Voilà, parce que on refait le match, alors c'est pas forcément l'idée d'analyser de façon exhaustive chaque coup, chaque variante. Il y a eu tellement de, ça a déjà été tellement fait que j'ai envie d'avancer. Euh, alors, voilà. Alors, On a l'impression que les blancs, ils ont quand même créé quelque bon, chose là. Des tours qui sont oui, doublés, voilà, des tours qui sont doublés sur la si on voulait sur le colonne. colonel, on peut se demander quel est le plan des Noirs. Est-ce que c'est déjà de préparer un grand rock avec Dame des 6, hein, de préparer peut-être une éventuelle attaque sur le roc blanc, sachant quand même qu'il y a le cavalier tâche 2 est excentré, Oui, une pour l'instant, colonne oui. F qui est extrêmement forte. Ouais. Donc on se demande comment les Blancs vont pouvoir se préparer par rapport à ça. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que les blancs se sont développés, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont un peu au point mort, ils n'ont pas d'objectif. J'ai l'impression que les noirs tiennent un peu toute la baraque. Exactement. Ok. Oui, le centre est aidé par justement par ce fameux pion C5 et le flou G7 sur D4, donc on ne peut pas ouvrir les lignes immédiatement. Toutes les tours se sont déportées sur la colonne F. Il faudrait pouvoir remettre le cavalier H2 sur le chemin de D4 sur F3, mais là on bouche la diagonale F, du coup on perd de la cohérence dans le développement des blancs. Mhm. Alors, on peut voir peut-être la suite. Ok. Notre dame des Bah tiens, 6, donc tu peux jouer les coups, hein. Je te signale. voilà. Alors cavalier G4. Moi, je peux faire le Alors speed cavalier G4, runner. c'est un coup très intéressant. Exactement, cavalier G4, c'est très intéressant. Alors on voit que d'un côté, on a les noirs qui se battent pour les cases noires. Hein. On le rappelle encore, les cases 5, D4 sont noires, grâce à cette dame des 6, 7 ou G7. Peut-être avec l'appui d'un grand roc qui est autour de lui. Et Mhm. les blancs décident de jouer leur batou sur la colonne F, avec la position des deux tours, F2, F1 et le cavalier en G4. Ouais. N'ayant pas peur d'ailleurs que un fou prend un cavalier G4 et puis doublé sur la colonne G. Oui, des pions doublés. Mais après, le pion F7 qui serait, lui, plus défendu, hein, si les noirs créent ces pions doublés. Alors, donc, je vais jouer, par exemple, ce coup. Prise, on se pose quand même la question, ce qui se passe avec le pion F7, là. Ça risque d'être Exactement. Il y a une pénétration sur la sélection question. rangée. Voilà. Donc là, ça donne des perspectives, comment dire, au noir. Alors, on va continuer parce que tu as eu raison de parler des tours sur la colonne F et qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose sur cette colonne F. Et je trouve que c'est un moment clé, voilà, de la position. Donc, grand roc. Voilà. Maintenant que les blancs ont ramené leurs pièces à l'aile roi, doublé les tours, ramené le cavalier, paf, grand roc, le roi, bah, bah de l'autre côté de l'échiquier, et on a l'impression que finalement, bah, là, il faut un peu changer de côté. Alors, je poursuis parce que... Alors c'est très intéressant sur ce plan-là parce que justement le fait qu'on puisse avoir des rangs opposés lors d'un premier match de championnat du monde quand même, ça témoigne C'est vrai. de la volonté d'agressivité des deux joueurs. Hein. D'un côté les blancs qui ont essayé de monter immédiatement une attaque sur la colonne F et de l'autre côté les noirs qui ont choisi le grand roc et de jouer leur batou. Donc on se dit que ce match va être très sportif. Hein. Et qui des deux va avoir raison, soit les noirs sur les cases noires verrouillées, ou soit les blancs avec la colonne F ouverte. D'accord. Alors là, par exemple, tu vois, c'est très bien ce que tu dis. Alors, mais par contre, ton image est figée. Donc c'est... Alors, Mais ça va, hein, je vais, comment ouais, dire, la photo a été prise à un moment donné précis où t'as pas comment dire, tu tires pas la langue, donc ça va, pas de souci. Bon, de nouveau voilà, on te voit. Ah, c'est marrant, là, de nouveau on te bien, voit. bien. Juste au moment où je dis ça. Donc c'est quand même mieux de te voir en vidéo, mais si jamais ça dure trop longtemps, je mettrai une image à la place pour que. Alors Parfait. continuons. Alors on va. Parfait. C'est dans Je les voudrais arriver à un directs. moment clé. Alors quand même, il s'est passé quelque chose là parce que regardez le petit montant à gauche de l'échiquier, donc l'échelle d'évaluation, là, on a l'impression que pour les noirs, pour les blancs, pardon, c'est euh, les moteurs d'analyse, en l'occurrence Stockfish, dit que les noirs sont mieux. Voilà.
quand même déjà Oui. une surprise. Donc il s'est déjà, a priori, passé quelque chose, là, en l'espace de quelques coups. Je dirais, après Grand Roc, les Blancs ont joué cavalier F6, puis sont revenus en H5. En fait, ils ont joué une manœuvre de cavalier, là. Cavalier F6, hop, cavalier D7, cavalier H5. Bon, c'est une manœuvre, mais peut-être plus ou moins une perte de temps. Bon, le cavalier est au bord, mais il vise quand même aussi des cases. Enfin, il attaque le fou. Voilà. Il vise F6. Ok. Donc, c'est une pièce qui a l'air un peu gênante. Mais quand même, là, Stockfish préfère les noirs. Alors, on avance. Je veux dire que les pièces noires sont comme très bien que le roc blanc peut être fragilisé. Il y a un pion H3 qui est avancé, qui est une cible éventuelle sur la poussée des pions G. La colonne G peut s'ouvrir. Comme la batterie de fou est positionnée sur le roc adverse, c'est un peu tout dangereux. D'autant que les blancs n'ont pas encore de levier quelque part sur la position. Hormis la faiblesse effectivement de la colonne F, ils ne présentent pas de faiblesse apparente. Ouais, ils n'ont pas D'autres de faiblesses mal apparentes. à ouvrir. Normalement, on peut tenter parfois des plans à base de A3, B4 pour ouvrir, pour ouvrir à l'aile dame. Le seul problème, c'est qu'on ouvre à l'aile dame, mais les blancs, ils n'ont pas beaucoup de pièces qui sont braquées de ce côté-là. Les tours, elles, sont du côté. Ouais, toutes les pièces sont braquées sur le roc. Comment ? Ouais, exactement. Donc, toutes les pièces sont effectivement braquées sur l'aile roi. Du coup, essayer de développer une attaque à l'aile dame paraît difficile dans ces conditions. Ils ont joué leur bateau sur la colonne F. En fait, peut-être la manœuvre cavalier de mettre un cavalier en H5, c'est pour empêcher les noirs de pousser les pions. C'est un cavalier qui bloque, qui empêche les noirs aussi d'ouvrir les lignes. Alors, poursuivons. Alors, G4, F6. Voilà. Donc là, le pion était arriéré. Maintenant, il est arriéré sur une autre case. Donc ce pion noir, hein, c'est quand même le souci pour les noirs. Et je crois que ça va être très intéressant de voir comment Carlsen gère cette question. Parce qu'à un moment donné, il va carrément le donner. Et puis on ne comprendra pas trop pourquoi, mais en fait, ça va être très intéressant. Alors, je continue, et je pense qu'on va se concentrer sur des moments clés, hein, Ingmar. Donc, oui. Fou H7, cavalier D1, alors des manœuvres, le cavalier, en fait. Fou F7. Ok. Fou F7, pardon, oui, t'as raison. Cavalier D1, pour pouvoir peut-être... Cavalier F8, là, il se passe quelque chose. Cavalier F8. Alors ça, cavalier F8, double point d'exclamation. Hein. Effectivement, les noirs sacrifient le pion F6. Voilà, le pion F6 qui pour pouvoir avoir deux fois seulement, par la dame en D6 et le fond de 5, alors qu'on est 3 fois sur ce pion avec le cavalier H5, la tour F2 et la tour F1. Et l'idée des noirs, c'est justement, c'est ça qui est fantastique dans ce coup de cavalier F8, de sacrifier ce pion, c'est de pouvoir continuer à pénétrer sur les cases noires. Donc du coup, on voit bien qu'il y a des cases d'accès qui commencent à se dégager en F4, en H4. Et peut-être un jour, on pourra pousser H5 pour pouvoir donner un accès encore au roc avec la tour H8. Donc toutes les pièces noires sont actives. Ouais. Mais quand même, pendant ce temps, les blancs n'ont toujours pas de... Enfin, les pièces noires sont actives, mais le cavalier F8, il fait quand même un peu la tête, hein. Enfin, pour l'instant. Oui, mais il va pouvoir ressurgir justement avec cavalier F8, l'idée de soit de passer en E6 ou G6 pour pouvoir rentrer soit en D4, soit en F4. Donc on voit bien que les cases noires sont maîtrisées par les noirs. Le cavalier noir ressurgit. Alors c'est là qu'il quand même, il se passe quelque chose parce que le pion F6 est attaqué 3 fois, défendu 2 fois. Donc on va se dire que tiens, il peut être mangé. Effectivement, c'est ce que joue Caruana, mais c'est vraiment un sacrifice de pions, et on va voir qu'en fait, ce que veut Carlsen, lui, à roc opposé, les pions, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. Je rappelle, c'est une notion très importante, parce que moi, je joue beaucoup de gambit, notamment le gambit Benko, c'est qu'un pion en moins, c'est une colonne en plus. Voilà, ça c'est la petite note pédagogique. Donc, bon, faut pas donner tous ces pions parce qu'on a que 2 tours. Hein, donc, mais en même temps, voilà. Maintenant, la colonne F est ouverte. Et on va voir que les blancs vont pas vraiment en profiter. Puisque le cavalier ressurgit, voilà, pour bondir sur des cases fortes.
Et on se rend compte que l'autre cavalier, alors si je devais un petit peu montrer ces deux cavaliers, donc il y a le cavalier blanc, j'ai plutôt envie de le mettre en rouge celui-là. Pourquoi en rouge? Parce que, bah, si j'arrive, si le système me laisse mettre le cavalier en rouge, ouais, ben, on voit qu'il n'a pas trop de cases où aller. Voilà, il est en F6, il attaque rien, c'est pas un cavalier qui est très, très méchant. Par contre, le cavalier noir en E6, lui, ben, il menace de bondir, d'aller sur donc les cases dont on a parlé. Hein. Voilà, donc on voit une différence, ces deux cavaliers. Le cavalier en F6 fait rien, l'autre arrive, et surtout quand il va arriver à boucher la colonne F, eh bien, l'autre cavalier, son compère, il sera plus défendu. Donc il doit repartir. Et on se rend compte qu'il n'a qu'une case pour repartir. Il y a toujours la position du cavalier D1 qui est extrêmement mauvaise, hein, qui n'a aucune case, aucune bonne case, du moins. Hein. On est d'accord. C'est pas trop. Il va peut-être rester. Je sais pas combien de temps il va rester là, le cavalier D1. Mais voilà, cavalier H5. Donc là, Carsen prend le cavalier, donc casse la structure de pion des blancs, se donne la possibilité d'avoir un levier à l'aile roi pour ouvrir des lignes sur le roi blanc et monter une attaque. Donc là, bon, chose étonnante, là les moteurs ils disent de nouveau égal. Mais bon, je ne vais pas forcément regarder tout le temps cette information, c'est pas absolument génial. L'idée c'est que les blancs, les noirs ont un plan, hein. Ils vont commencer à amener leurs pièces pour pouvoir pousser le pion G4 et puis ouvrir la ligne. Mais les blancs, leur plan c'est difficile d'en voir un. Ok. Alors, ce que je te propose peut-être, c'est on continue et puis on va voir le moment où, a priori, Carlsen aurait pu prendre un gros avantage. Donc voilà, les noirs continuent leur idée. Hein. Donc, cavalier F4, on s'installe. Les blancs sont obligés d'échanger parce que le plan H3 devient très faible. Ouais, le cavalier attaque, hein, le cavalier en F4 attaque beaucoup de choses, ouais, effectivement. Donc les blancs échangent. Ouais, H5 et H3. Les blancs échangent. Alors après, voilà, ça commence à devenir très dangereux pour les blancs, hein, d'avoir cette colonne G ouverte. Donc on est obligé de ramener toutes les pièces en défense, peut-être d'essayer de tout verrouiller sur la case G4, hein, peut-être en ramenant une tour en G4, tour F2, tour G2, et d'essayer au maximum de fermer le roc adverse. Le roc blanc. C'est vrai que si les blancs peuvent verrouiller, hein, d'autres manœuvres, hein, c'est vrai que là, c'est peut-être à un moment donné, c'est ce qui va arriver. Ah, il faut pas que je joue le coup, mais voilà, cavalier F2, cavalier G4, enfin, fermer un peu la boutique, G4, puis, voilà. consolider, etc. Donc, mais ils vont pas avoir tout de suite le temps. Pourtant, il faut quand même là, enfin, on va voir que Caruana, il a beaucoup de mérite parce qu'il va réussir quand même, malgré finalement ce désavantage qu'il va avoir. Enfin, il va être vraiment en difficulté, mais il va tenir le choc et je pense que ça, c'est important parce que là, il a rattrapé au niveau Elo Magnus Carlsen, hein, ça se joue à quelques points. Donc, bah pourquoi? Parce qu'il est devenu beaucoup plus stable. A priori, Caruana, il le joue de façon beaucoup plus solide, il perd un peu moins par rapport à ce niveau qui est déjà très élevé. Mais il est plus stable, et là, il faut quand même des sacrés nerfs, des nerfs d'acier pour continuer une position où quand même on sait que l'adversaire va vous attaquer très fort. Alors, continuons jusqu'au moment où, quand même, donc là, il y a une menace après Dame 6. G2. Voilà, donc il y a le pion H3 qui est attaqué, qui me reste tour G8. Voilà, tour G8, hein, ça serait très gênant pour les blancs, puisque là, ça clouerait la dame. Hein, les clouages, c'est quelques cours que je donne aux échecs encore aujourd'hui pour mon club, Bichevillers. En gros, ben, je leur fais je leur fais manger des clouages. Voilà. Ils clouent. C'est le clouage relatif, absolu. Enfin, c'est tout le temps... c'est un thème tactique qui revient, même à haut niveau. Alors, cavalier F2. Donc, le cavalier s'empresse de venir fermer la boutique. On va avancer. Oui. Cavalier G4. Ok. G4. Alors, dame E8, c'est... Alors, dame E8. Des coups comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire, cette dame en E8?
qu'est-ce qu'elle vient Et faire c'est cette pour dame? attaquer le pion H5. Le pion Il H5 reste en l'air. tout en défendant son fou. C'est très astucieux Effectivement. que là on avance. Dame prend H5, c'est une manœuvre géométrique, c'est joli, je trouve, même esthétique. La dame qui recule pour prendre un pion tout en défendant son fou. Donc elle a jamais perdu de vue le fou. Ce fou qui est quand même... alors, bon, c'est un mauvais fou, un bon fou. Enfin, c'est quand même un bon fou, parce qu'il a quand même beaucoup de... Il a plein de cases, il a des belles diagonales. Et bah, la dame défend cette pièce. Alors, qui, il est vrai, n'était pas en prise, puisqu'il y a quand même toujours cette histoire de clouage Ouais. de la, voilà, du cavalier. Le cavalier Parce que si par exemple, les Blancs décident de jouer roi H1, avec de, de prendre, de faire cavalier prend 5 pour se débarrasser de ce fou qui protège le pion A4, il y a toujours peut y avoir des coups intermédiaires avec tour G3, si il peut peut-être arriver, ou un jour ou l'autre, si on arrive à dégager la dame de la toge. Donc ça peut être très intéressant. Poursuivons, je vais te proposer, on poursuit. Ouais, Alors, ouais, le roi Caruana s'enfuit, du coup. prend la poudre d'escampette avec son roi. Là, il s'échappe, il va essayer d'aller très loin avec son roi. Et on va voir que ici, si on regarde maintenant le petit, comment dire, niveau à bulle, j'ai toujours envie de dire niveau à bulle. C'est vachement malin, hein, ce niveau à côté de l'échiquier, parce que Oui. un non-joueur, quelqu'un qui connaît absolument pas la marge des pièces, il peut tout de suite dire, ouh là là, il s'est passé quelque chose, regardez, là je reviens un peu, le niveau est assez haut, et en l'espace de 2 coups, il va descendre de 2 crans. Donc descendre de 2 crans, ça veut dire que c'est comme si maintenant les blancs avaient 2 pions de moins. Ils en ont un de plus, mais... ah non, ils n'ont pas un de plus là, je crois que c'est égal, 6-6, ouais. Mais c'est comme s'ils avaient 2 pions de moins, donc à ce niveau, c'est partie gagnée pour les noirs, quoi. On va voir... Ce qui est intéressant, c'est que le cavalier H2 n'a pas beaucoup de cases, déjà. La colonne G est assurément du ressort des noirs. Ils ont aussi cette faculté, avec cette dame mobile qui est un véritable poison, de passer directement aussi bien sur l'aile roi avec la colonne G que de passer, par exemple, sur l'aile dame en jouant dame F6 ou dame E5 et pour aller en B2 pour attaquer les pions d'aile dame. Donc, en fait, il y a cette double manœuvre qui est assez intéressante et aussi esthétiquement très jolie à regarder. Et il y a cette belle case en G3 pour la tour qui peut encore amener encore des matériels supplémentaires. Ouais. On va y arriver. Caruana va jouer de façon très solide, va essayer de dissuader les noirs justement d'amener la tour en G3. Psychologiquement, on va voir que ça marche, mais c'était quand même, à un moment donné, voilà. Dame G1, cavalier F1. Donc, il a trouvé une manœuvre défensive pour contrôler la case G3. Voilà, donc le cavalier, hop, c'est ici, c'est pas là. Le cavalier contrôle cette case. Cette case est très importante. Voilà. Et pourtant, ici, il aurait pu se passer quelque chose, je pense. Alors, est-ce que c'est ici tout de suite? Non, pas tout de suite. Donc, il va encore y avoir H4. H4 qui permet de fixer le pion H3. Voilà. Alors, les blancs essaient de s'enfuir pour éviter les misères. Et là, il aurait pu se passer quelque chose. Et là, effectivement. Alors vite, Stockfish, que dit là, je pense que... est-ce que c'est tout de suite C3? Alors, on va encore jouer 2 coups. Alors, roi B7. C'est encore constructif. Parce que avant d'entamer une attaque très forte, mettre le roi en sécurité, mais surtout éviter les coups intermédiaires. Moi, ce que je vois, c'est quand le roi noir est en C8, il y a tout le temps la possibilité d'un échec. Donc, il faut faire attention. Par contre, en B7, il est bien protégé. Donc là, Carsten fait encore un coup pour construire son attaque. On fait le petit cas. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est là. C'est là que les moteurs s'affolent. Les moteurs s'affolent. Et ils recommandent... Enfin, si on les laisse tourner assez longtemps, il y a un coup qui est très fort. J'ai pas de mérite, on me l'a dit. Qui est tour G3.
Voilà. Oui, oui. Non, il y a deux coups. Il y a deux coups. Il y a B5 et tour G3. Tour G3 qui semble avoir la faveur du public puisque c'est un sacrifice de qualité qui permet de faire passer les pions à dame et en La même dame, temps de pouvoir dégager. Alors par exemple, quand je joue tour G3, par exemple, on peut voir l'idée cavalier bah vas-y. prend tour Tu veux que je joue les G3. coups ou tu joues les coups? Allez. Oui, oui, on peut le faire. Alors par exemple, tour Alors, après tour G3. G3, cavalier prend, non? Une Alors, qualité. Parce que cavalier normalement, les prend, premières parce que variations. sinon, il y a le pion H qui va là. Voilà. Ok, H Si on prend. revient, si on revient avant, Alors, ouais, imaginons H prend maintenant, G3. la tour va en E2. Qui est pas ça. Eh bien, si ta tour va en E2, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la dame va maintenant attaquer les pions à l'aile dame. Dame 1. Ah, mais tu m'as pas prévenu là quand t'as joué ça là. Je suis pas content. Ah ouais. Ah oui, ça Alors c'est. ça, c'est un coup fabuleux. C'est un coup vraiment fabuleux parce qu'on passe tout d'un coup d'une position, on était concentré sur l'aile roi, on renverse la manœuvre et on se retrouve à l'aile dame avec la menace directement dame prend à 2 et les blancs ne peuvent rien faire. Ils sont ligotés par le fou C7 et les pions F et G passés. Hmm. Voilà. Et c'est vrai que en me montrant cette partie, futur invité de l'émission d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit, ah, Étienne, faut voir là, vraiment Carlsen a loupé quelque chose, là, ça devait craquer. Alors je rappelle quand même que on est au 38e coup. Alors 38e coup, Ouais. juste avant le contrôle de temps, voilà, il y a de la pression, on n'a pas le temps de bien calculer pour se décider. Et là, bon, Carlsen n'a pas osé sacrifier la qualité. Et pourtant, c'est Mais clair que les pourtant, une deux pions position. passés, euh, Et en ont plus, le protégé. pion C3 qui risque d'être attaqué avec l'action conjuguée de la dame à 1 et du fou qu'on peut placer en E5. Hmm. Oui, là, franchement, on Et ne sait là, pas il y a trop un réel que problème. peuvent faire les blancs là. Ils vont, il y a Dame B2 qui va arriver très vite aussi, hein. Donc finalement, il y a les pions blancs qui vont tous, je sais pas, par exemple, ils jouent un coup. Allez, je sais pas, E5, allez, on va être optimiste, on va faire une dame. Allez, on va faire dame avec les blancs. Vas-y, explose-moi, ça va te faire plaisir aussi. Enfin, c'est sûr. Avec plaisir. Donc, on, va, on, on peut d'abord commencer par un petit échec, hein, pour se faire Un plaisir. petit échec. Tu permets que je regarde ce que fait Stockfish Alors, avec les blancs? Alors, Stockfish dit roi D1. Je suis toujours foutu, mais on je va vais bien. résister le mieux possible. Voilà, donc on va continuer à faire des échecs et gagner du temps par les échecs pour déjà Waouh. se nourrir Ah des ouais, toi pions aussi sur tu joues comme l'Eldad. Stockfish. Ah ouais, ouais, ouais. Hein, T'as la nulle. pas- Tu sais que tu as la nulle. au moins j'ai la nulle contre Fabio Corona, mais je ne m'en satisfais pas parce que c'est quand même une position qui est largement Ouais, supérieure. Dame prend à 2. Donc le roi il Et rejoue. ensuite on recommence la même manœuvre systématiquement par des échecs pour Ah, pouvoir toujours manger échec les pour pas pions perdre de sur temps. le dame. Roi D2. Oui, Dame B2 échec. On perd pas de dame temps. B2. Roi. Et Alors, si on joue roi E1, dame prend C3. non, Si je joue pas roi dame prend D1, C3. dame Non, prend je suis pas D3. d'accord. Sur roi E1, on joue pas dame prend C3. Alors, ce roi, ah, dame C1, pardon, excuse-moi, je n'ai pas vu la manœuvre, j'ai encore joué C1. trop petit. Non mais bon, Voilà, enfin, on a une donc ça c'est mauvaise très bien, position. Ouais, dame C1. Donc effectivement, il y a échec pas là. de case ouais, pas d'échappatoire pour les blancs. Il Voilà. n'y a pas Donc d'échappatoire pour les là, blancs, c'est ça dramatique va dans être cette très, position. Donc il aurait ouais, joué roi c'est D1, du coup. très difficile. Et alors, c'est là qu'on voit qu'il y a des gros problèmes parce que si je reviens à cette position-là, j'ai même vu un moteur qui joue même pas la tour, quoi. C'est-à-dire que finalement, enfin, Il sacrifie la tour. Hein. il Le sacrifie moteur la tour, propose donc roi la position E2. est complètement foutue. C'est inintéressant. Enfin, on Donc a, ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que même sur roi E2, Stockfish propose une diadame. ah bon? Ah ouais, Ouais. c'est Stockfish. Le, Ah ouais, non, mais on est dans l'hyperespace là. Là, moi, je comprends plus voilà. trop ce qui se Donc, mais de passe. toute façon, la simple prise suffit.
Là, si, pour un joueur lambda, la simple prise suffit. De toute façon, on enlève 2 et on se retrouve avec une pièce en plus, du coup. Donc, Ouais. il n'y a pas matière à discussion. Donc, si on peut revenir peut-être à la position initiale. Donc, on a bien vu que là, un moment clé, c'est assez étonnant et peut-être que ce sera un indicateur sur justement le match entre Carlsen et Caruana. C'est que dans les genres de positions qu'il affectionne, il n'a pas su concrétiser. Il n'a pas osé prendre des risques dans cette première partie de championnat du monde. Peut-être que c'est aussi du fait de la tension et de la fatigue et du niveau de stress. Il faut quand même s'imaginer que c'est la première partie. Donc du coup, on fait très attention, on n'ose pas prendre trop de risques, même si on a choisi des ouvertures agressives. C'est vrai. Alors, pour revenir à cette partie, je pense qu'après, donc on revient. On revient au moment où Carlsen a loupé d'une certaine façon tour G3. Et voilà. Et là, on atteint le contrôle de temps. Alors, j'ai pas forcément envie de rentrer dans... Alors là, par exemple, il prend le pion C3, mais en échange, il perd le pion F4. Voilà. Et donc, les blancs, d'une certaine façon, vont avoir un certain jeu, eux aussi. Ce qui fait que ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles aux noirs. Sans compter que là, les blancs vont pouvoir proposer des échanges de dames, notamment en jouant par exemple dame F7, proposer un échange de dames. Voilà. Les blancs retrouvent de l'activité, du coup. Hein. Ouais. Comment ? Les blancs retrouvent de l'activité, le cavalier H2 va pouvoir rebondir, revenir dans le jeu. C'est ça. Alors, et on peut bien se demander ce que vont faire les noirs. Ouais. Alors j'ai envie d'avancer, puis tu sais quoi, parce que tu as une rubrique aussi, là, la rubrique, la préparation des... enfin, attends, on va voir ça, parce que j'ai justement préparé moi aussi quelque chose. Donc si on avance ici, là, échange des dames, voilà, ok, et après ça, même si les noirs ont toujours un léger avantage, bah finalement, grâce aux contre-chances que les blancs vont avoir avec le pion E5, ils vont tirer leur épingle du jeu et on voit ici que finalement les blancs n'ont plus réellement un gros désavantage. Est-ce qu'on analyse chaque coup à fond jusqu'au 115e? Je sais pas, enfin, on peut rester... Non, on n'est pas obligé, on peut regarder la partie, mais... Une nuit d'analyse avec les youtubeurs qui nous suivent. Mais ce qui est assez intéressant durant cette partie, justement vers la fin, c'est la maestria avec laquelle ils ont manœuvré puisqu'à un moment, le fou et le cavalier se sont échangés. On est arrivé dans une finale de tour pour arriver à une position de livre. Ouais. Et là, c'est là qu'on mesure l'importance de bien maîtriser la technique des finales de tour. Voilà. Et on va s'en prendre une double ration. Donc là, ils sont en finale et le style Magnus, hein, c'est on joue à fond. Tant qu'il y a une petite chance, on la joue. C'est ce qui va se passer. Je suppose aussi qu'il a compris qu'il avait dû louper quelque chose. Et eh ben, il va jouer longtemps pour fatiguer son adversaire. Parce qu'on est dans le cadre d'un match et que l'énergie, ça compte beaucoup dans ce type d'affrontement. Enfin... Moi, on a regardé, hein, voilà, c'est pas une chaîne YouTube faite par des teenagers, un peu plus anciens. Donc le match Kasparov-Karpov là de 84 ou 83 où ça n'en finissait pas. Et à la fin, donc même avec la FIDE qui a dû arrêter la rencontre parce que c'était un, voilà, il faisait beaucoup de parties nulles, mais a priori, Karpov commençait à avoir du mal au niveau de l'énergie. Bon, chose qu'il récusait. Et puis, c'était aussi parce que comment dire, le match durait vraiment trop longtemps. Donc là, on sait que l'énergie... D'autant que Karpov avait plus de 30 ans. Hein.
oui, là on a des jeunes qui sont quand même ouais. Kasparov, de toute qui sont façon, encore en dessous de l'âge de 30 ans, qui ont encore le potentiel. Ouais. ok. Donc je pense que voilà, la suite de la partie, ça va être qu'on va arriver en finale de tour à un moment donné où les blancs auront un pion de moins, mais ça va pas suffire pour... Voilà, ici par exemple, les blancs capturent le fou, mais ils vont devoir rendre la pièce parce qu'il y a le pion H2, hein, qui sert d'appât, et qui attire la tour. La tour, elle est en surcharge, elle ne peut pas en même temps défendre son cavalier et contrôler le pion. Donc la tour doit prendre le pion, ok. Et maintenant, voilà, les noirs ont un pion de plus. Et donc, Et c'est parti pour... un pion de plus avec chacun. Voilà, avec les blancs ont un pion isolé de part et d'autre, donc des faiblesses qu'on peut attaquer à distance. Et toute la difficulté pour les noirs, c'est de savoir dans quel pion on devra avancer pour la dame. Est-ce qu'il faut pousser le pion C6 en C5? Est-ce que c'est le pion A qui devra aller en A5? Est-ce ramener le roi vers le centre et puis ensuite de s'approcher des pions B et D, mais en même temps on a des pions arriérés donc ils sont en vue de l'attaque pour la tour blanche. Ouais, alors moi ce que je Donc, fais il va y par avoir rapport à notre type d'émission, ce que je propose, c'est que je renvoie oui. d'une certaine façon les téléspectateurs et tâteuses, youtubeurs, sur des analyses plus approfondies. Moi, je pense que objectivement, c'est nul, même si on a 3 pions contre 2, ils sont sur la même aile. Les pions blancs sont disloqués, mais tout ça, ça suffit pas a priori pour que les noirs puissent prendre l'avantage. Hein, souvent, c'est en finale. Enfin, par exemple, un principe des deux faiblesses, il faut avoir du matériel en moins, puis un autre problème ailleurs pour que ça se traduise par une défaite. Là, visiblement, c'est vrai qu'on a un pion de moins et des pions qui sont pas, comment dire, liés, quoi. Enfin, ils sont disloqués, donc ça peut continuer, d'où les 60 coups qui suivent la torture qu'a infligé Magnus Carlsen à son adversaire Fabiano Caruana, qui a très bien défendu. Alors on peut mettre la position finale, parce que je veux surtout pas louper ta rubrique, il marre. Donc voilà, la position finale, ben, je sais pas, il s'est passé grand chose. Voilà, donc oui, alors plusieurs reprises, la tour noire a essayé de contourner le roi blanc pour attaquer les pions B4 et B4. Ouais. Non, mais le centième coup, tu y es. Bien au centième coup, avec la dernière coup, tour F8 pour les blancs. Aussi, centième coup. Ouais. Donc, ils ont joué 100 coups. Alors peut-être que psychologiquement, c'était intéressant de proposer la nul au centième coup. Est-ce que c'était voulu d'aller jusqu'au centième coup? On ne saura pas. La nulle jusqu'au centième. Alors tu sais quoi, je vais changer juste de vue, parce que ça va me permettre de voir si je peux accéder jusqu'au bout de la partie. C'est-à-dire si j'ai pris ça, la partie qui va jusqu'au 115e, je crois. Hein. Jusqu'au 115e, c'est un truc de fou. Ouais, 100. Je vérifie encore. Mais bon, c'est juste pour montrer la position finale. Ouais, c'est pas celle-là. Bon, tant pis, hein. Si on l'a pas, c'est pas grave. Non, mais je crois que c'est bien ça. Ça, c'était l'autre. Ça, c'est l'autre part. Bon, ouais. Ça, c'est cette position que je suis en train de montrer. C'est la deuxième position. C'est la deuxième partie, en fait. Hein. La position finale de la deuxième partie. Okay. Donc, c'est bien au centième coup. Il y a un effet peut-être psychologique de proposer d'aller jusqu'au centième coup. Est-ce qu'il avait envie de maintenir un suspense ou de maintenir une pression sur Caruana pour bien lui montrer que il ne va pas lâcher le morceau, hein, ouais. Et que dès qu'il aura un micro-avantage, il va l'exploiter jusqu'au bout. Ok. Donc on va... Je pense que c'est un message. On tire les conclusions de cette partie. Ouais. Partie nulle, une partie très longue. Ça n'a pas été, comment dire, il n'y a pas eu de round d'observation. On est rentré dans le vif du sujet, c'est très bien. Bah, c'est des jeunes joueurs, ils sont pleins d'énergie et puis... les deux, je pense, sont très très motivés pour Carlsen garder son titre et Caruana pour lui arracher. Ça, c'est de bon augure pour la suite de la rencontre. Alors, ce sera un match éminemment... oui. Je pense que c'est juste une petite remarque. Je pense que ce sera un match
éminemment très technique. Il n'y aura pas forcément, comme on pouvait l'avoir connu entre Karpov et Kasparov à une certaine époque, des attaques spectaculaires sur le roi adverse avec des sacrifices. Ce sera certainement l'exploitation de micro-avantages et qui permettront d'emporter. Bon. Oui, ça c'est. Enfin, les deux joueurs sont des joueurs qui ne prennent pas non plus des risques démesurés, mais ok. Bon, en tout cas, là, on a eu une belle surprise. Hein. Et encore une fois, Caruana qui a joué beaucoup de fois la Rossolimo, là, c'est une surprise qu'ils soient tombés dans cette situation. Alors, passons à la célèbre rubrique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, justement, on peut passer cette rubrique qui est surtout de la gestion sportive des joueurs. On a cet exemple-là dans cette partie parce que on voit bien que Magnus Carlsen essaye de fatiguer son adversaire, se tirer un avantage. Peut-être que psychologiquement, ça a été difficile pour lui après coup de s'être rendu compte qu'il était passé à côté d'un probable gain, et que il va avoir mettre peut-être du temps à s'en remettre. Mais c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir rebondir, hein, puisque c'est un champion. Bien sûr. La question qu'on peut se poser, effectivement, c'est au-delà de ce match, comment un grand maître pour se battre pour le titre de champion du monde peut se préparer physiquement, parce qu'effectivement on voit l'aspect uniquement technique, mais il y a aussi la dimension physique qui rentre en ligne de compte. Alors là, Marc, tu as participé sur le sujet de la préparation, c'est bien ça? Ouais. Tu es en train de parler de préparation. C'est bien cela. Je te propose un petit jingle pour changer de plan. Allez. Et allez, jingle. Alors, j'ai suivi ce que tu m'as dit. Hein. On parle bien de la préparation des champions. Ok. Bon, alors voilà, me voilà cuisiner des champignons. C'était quoi? Bah oui, non? Oui, sa préparation des. Pas tout dit là, parce que voilà, non, c'est important aussi de bien s'alimenter. Et donc, tu voulais parler de de l'entraînement, enfin, qui se prépare en mangeant des champignons, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pas des champignons hallucinogènes. Il n'y a pas de dopage durant les parties. Non. Ce qui est important, effectivement, c'est comment peut-on se préparer pour un championnat du monde, pour le titre, lorsqu'on a comme ça une pression énorme qui repose sur les épaules. C'est se préparer pour le titre, c'est la préparation sportive. Sportive. Ah d'accord. Alors attends, je me suis trompé. Ouais. Donc je vais refaire le jingle parce que je suis désolé. Au revoir. Et voilà. Donc on y est. Et voilà, ce n'est pas la préparation pignon, mais la préparation des champions. Ouais. Voilà, alors là je t'écoute, je bois tes paroles maintenant, parce que c'est un sujet que tu maîtrises très bien. Je rappelle que Ingmar... Donc je ne maîtrise... Oui. Bah si, non, tu entraînes... Oui, je t'écoute, mais Tu en fais des futurs champions. Oui, le à Saint-Maur. Saint-Maur, là. Voilà, pour nos auditeurs, parce qu'ils ont appris que tu as été champion de France jeune, en partie de 20 minutes. Alors bon, t'as quand même, voilà quoi, je veux dire, t'es une idole, faut pas se cacher ça. Et que quand t'entraînes des jeunes, enfin, ils t'admirent et ils ont qu'un seul rêve, c'est arriver à faire comme toi, quoi, enfin, à pouvoir casser toutes les barrières. Donc, c'est quoi la préparation des champions pour toi et des deux de Caruana, de Carlsen au championnat du monde? Alors, déjà, on a plusieurs sujets qu'on vient d'évoquer. Alors, si on parle des jeunes, effectivement, pour la préparation des jeunes, ce qui est très important pour eux, c'est le mental, c'est d'avoir une vision positive des jeux et surtout l'idée de beaucoup s'amuser et donc du coup
apprendre à progresser en s'amusant. Voilà, donc les deux sont liés et c'est créer une émulation, une envie de continuer à aller de l'avant. Pour ce qui concerne Caruana et Carlsen, c'est un petit peu différent. Pas du même niveau. On est là avec des gens qui sont expérimentés, des gens qui sont surentraînés, qui ont des équipes derrière, qui ne sont pas seulement des équipes de grands maîtres qui viennent apporter des idées novatrices dans les ouvertures, mais également des coachs sportifs et également des coachs mentaux. Parce que le mental joue un prédominant dans une partie d'échecs, et d'ailleurs dans tous les événements de la vie. Alors qu'est-ce qui va faire que, par exemple, entre deux champions, il y aura peut-être une différence dans l'une ou l'autre des parties? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, un joueur comme Carlsen peut produire une énorme. Il est déjà arrivé une fois où il a laissé pratiquement une pièce en prise contre un joueur un peu plus faible. C'est effectivement toute la préparation physique et mentale. La préparation physique, c'est alors on a pu le voir lorsqu'il y a eu, par exemple, un match entre Anatoly Karpov contre Korchnoi en 74, et effectivement le candidat au championnat du monde était à fatigue physique extrême. C'est vrai que c'était des matchs à l'époque qui déroulaient en 24 parties, des ajournements, donc et c'était effectivement très très difficile. Et donc on voit bien que dans certaines parties, par exemple, Karpov a perdu 19 coups, mais il avait le mental qui a permis de surmonter son état de fatigue extrême et de pouvoir l'emporter par la suite. Donc à cette époque-là, on n'en parlait pas assez, mais l'école russe cherchait absolument à dominer le monde des échecs et préparer ses joueurs. Il y a Arthur Youssou qui parlait, qui l'évoquait, et préparer ses joueurs vraiment physiquement. On les entraînait comme des athlètes, voire lui-même disait, on les entraînait comme des cosmonautes, parce que être bien physiquement, ça permet d'être bien mentalement. Alors, il y a quand même quelques exceptions, non? Enfin, je pense que moi, j'ai l'exemple de... Il y a des tu parles de l'entraînement des grands sportifs, des grands champions soviétiques, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. 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 Et, on parle des grands champions soviétiques. Oui, qui avaient des méthodes d'entraînement, voilà, qui faisaient du sport, qui se prenaient une datcha, comment dire, dans la campagne, et puis qui se concentraient sur le match, qui se préparaient. Alors, bon, j'ai un exemple, je vais peut-être pas citer quel champion, mais en tout cas, il y en a un. Son entraîneur avait inventé une théorie qu'il avait appelée la Clear Head Theory. C'est intéressant parce que il estimait que pour arriver à jouer un championnat avec une telle intensité, confrontation psychologique, il faut arriver reposé, l'esprit vide, pas avoir fait trop d'efforts avant, donc être voilà. Donc The Clear Head Theory, bon, ça n'a pas trop marché pour le champion qu'il avait préparé, parce que bon, c'était en fait plus pour ne pas se fâcher avec son champion, avec son poulain, qui lui préférait plutôt jouer au tennis, faire d'autres choses, quoi, que de préparer des variantes. Ouais. Bon, bref, The Clear Head Theory n'a donc pas fait long feu. Mais tu sais comment ils se préparent, là, Caruana et Carlsen? Est-ce que tu connais leur préparateur, leur secondant? Non, malheureusement, je ne connais pas leur préparateur. Mais on peut le voir d'ailleurs. Bon, c'est pas quelque chose que Carlsen se cache. Et on le voit bien faire des matchs de football, faire du tennis. Donc du coup, on le voit physiquement d'ailleurs, et ça se ressent. On le voit bien. Alors, j'ai juste un petit décalage. Excuse-moi, Étienne. J'ai l'impression que tu parles, mais je t'entends pas. Ah, non, je ne parle pas. Ah, d'accord. Ok. Donc, très bien. Non. On voit bien que physiquement, Carlsen a l'air d'être préparé. Un peu, alors que quand on voit le physique de Caruana, on a l'impression qu'il a toujours le physique de jeune étudiant comme ça, un peu frêle, et on se dit que, alors tu m'as dit, Étienne, qu'il joue au basket,
Je pense qu'effectivement ça joue. Maintenant, est-ce que le fait que Caruana soit passé aux États-Unis, est-ce que il y ait de sponsors nouveaux et que derrière il y a une envie pour les États-Unis d'imposer leur marque, d'avoir un renouveau du génie américain par les échecs pour prendre la succession de Bobby Fischer. Peut-être que derrière cette fois-ci ils ont assuré un coaching sportif, mais tout ça n'a pas été montré, hein, ça reste secret, j'imagine. Donc du coup, bon, j'imagine que dans cette confrontation physique, Carlsen est beaucoup plus préparé. Il a l'habitude de la tension nerveuse qui est tout le temps prédominante sur l'échiquier. Il peut maintenir une partie avec un unique avantage durant 100 coups, comme il l'a démontré. On l'a bien vu que lorsque il y avait son match contre Anand, c'est surtout Anand qui a craqué de ce côté-là. Il y avait l'âge qui est rentré en bout. On pourra observer ça avec attention. Peut-être que ce sera l'ennemi clé du match. D'accord. On sait que Caruana est très très soutenu aux États-Unis. Tiens, je vais montrer une photo là qui montre Rex Sinquefield, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le monsieur au milieu, donc qui est un richissime financier et qui a créé toute cette mouvance à Saint-Louis, c'est-à-dire que maintenant à Saint-Louis, il y a beaucoup de grands maîtres qui jouent aux échecs. Il y a le championnat américain qui se joue également à Saint-Louis. Il y a même ce qu'ils appellent un Chess Hall of Fame, donc un lieu avec tous les personnages célèbres. Donc il crée toute une culture autour des échecs, tout un environnement favorable aussi à ce que des joueurs éclosent et aussi un environnement favorable psychologiquement pour un joueur comme Fabiano Caruana, donc qui est très très soutenu. Voilà. Donc ça fait maintenant depuis Fischer 72 que les États-Unis n'ont pas remporté un titre de champion du monde d'échecs. Donc il a fallu attendre, si je ne me trompe pas, là on est presque 50 ans. Donc Caruana peut le faire, il est très soutenu, et donc là je suis certain qu'il est bourré d'envie de revenir aux États-Unis, de revenir chez lui avec le titre. Voilà. Et de faire revivre l'American Dream. American Dream. Ok. Est-ce que tu veux qu'on regarde rapidement la deuxième partie, donc puisqu'on refait le match? Oui. Alors, allez, on refait le match, Thierry Le Roland. Comment dire? Oui, feu Thierry Roland. Alors, effectivement, donc j'ai préparé de nouveau la partie. On va pouvoir passer à nouveau sur l'échiquier. Donc, maintenant, deuxième partie du match entre Carlsen Magnus Kialet-Blanc contre Fabiano Caruana. Alors, Imar, est-ce que... je vais jouer le premier coup. Tu me dis si toi, tu vois ce coup sur ton échiquier. Oui, très bien. Je le vois. Tu le vois? Il le voit. Oui, des 4 donc, pour commencer. Ok, alors, je sais pas, moi j'ai pas trop... Enfin, si, je l'ai vu hier soir, la partie, très rapidement. Bon, j'ai l'impression qu'il s'est passé un petit peu moins de choses qu'aujourd'hui. Enfin, que la première partie. Mais... dis-moi, toi, ce que tu en penses. Voilà, alors, une partie... oui. Alors, théâtre cavalier 6, donc du coup, c'est normal. Cavalier 3, donc le blanc se développe normalement. Et 5. On s'oriente donc vers un gambit dame classique. Ok. Le 6, pour effectivement reprendre en D5, gambit dame, C4 prend D5, E6 prend D5. Rentrer dans une structure... pour conserver... Carlsbad. Structure Carlsbad. C'est prend D5, le prend D5, structure Carlsbad. Mais bon, c'est pas ce qui va se passer. Cavalier C3,
l'instant, tout est tout à fait dans l'ordre des choses. Cette position a été jouée des milliers de fois. Fou7. Alors, une petite surprise quand même de la part des blancs, c'est jouer fou F4 par Magnus Carlsen. D'habitude, effectivement, on a on voit plutôt fou G5. Et là, petite nouveauté, fou Ouais, c'est F4. plus fréquent. C'est prend des 5. Ah, petite nouveauté. Fou F4. Voilà. Voilà, fou F4. Alors on a, avec les noirs, on a plusieurs possibilités, soit de jouer, de consolider le pion D5 en jouant C6. Hein. Pas tout de suite, mais dans les plans futurs, hein, en tout cas. Ce que les noirs choisissent de roquer. Ok. Le 3, pour pouvoir développer son fou et puis préparer le roc également. Et là, effectivement, donc, c'est la possibilité pour les noirs de jouer un système plutôt classique avec C6, qui consolide le pion D5. Voilà. Ou d'être un peu plus offensif en jouant C5. C'est ce qui s'est passé durant la partie. C5. Alors ça commence Alors effectivement, là, on constate à une tarache. Non? À une tarache. Oui, ça ressemble à une tarache avec une tarache, mais une tarache d'habitude on la joue lorsque le fou n'est pas encore développé, lorsqu'il est en F8, plus très tôt dans l'ouverture. Là, on attend un petit peu d'avoir roqué pour remettre son roi à l'abri et de créer une tension au centre. D'accord. Donc il y a plusieurs choix pour les blancs. On peut effectivement prendre en C5, comme ça, avec forcément soit avec des possibilités pour les noirs de reprendre ce pion C5 de différentes manières. On pourra le voir durant la partie puisque c'est ce qui s'est passé, ou bien voir que dans cette partie avec C5, les blancs peuvent aussi prendre en D5, essayer de créer un pion et pion isolé. Ça peut être délicat parce qu'on peut prendre de deux manières, soit par le cavalier à la 6, qui menace à la fois le cavalier C3 et le point F4. Alors, je vais repasser. Soit de reprendre avec le pion D. Ok. Pour libérer le fou en C8. Alors, on revient à la position initiale. Donc c'est très bien. Donc les blancs ont choisi de prendre en C5. Je vais pouvoir me reposer un petit peu. Donc, puisque maintenant tu es seul à l'écran. Oui. Voilà. Donc c'est parfait. D'accord. Donc c'est parfait. Tu gères tout là. Alors, très bien, mais je compte aussi sur ton expertise pour au cas où il y aurait des petites annotations à faire. Donc, on prend C5. Alors, on note déjà que les blancs n'ont toujours pas roqué. Hein. On est toujours dans une zone d'incertitude. Tant qu'on n'a pas roqué, il y a toujours des risques, à un moment ou à un autre, que la position s'ouvre et que le roi soit exposé. Donc, les blancs choisissent délibérément d'attendre un petit peu en jouant Dame C2. Alors, c'est des positions qui sont comme connues par ces deux joueurs, assez régulièrement. Dame C2, ça permet d'avoir un vis-à-vis entre la dame et le fou, de pouvoir libérer la D1 pour la tour. Donc, les noirs choisissent de continuer, hein, donc on crée du danger, par exemple avec peut-être D4, ou peut-être avec l'idée à un moment de pouvoir pousser E5. Et on voit que le fou qui est en F4, lorsqu'on a poussé E3, ne peut plus revenir ici en D2 pour en cas d'échec éventuel sur la diagonale A5, E1. Donc c'est pour ça aussi que les blancs préviennent la chose en jouant A3. Ça évite des échecs éventuels, si jamais le cavalier C3 s'en va, et ça évite également peut-être des idées avec C6, D4. E3. Les noirs jouent Dame A5. Donc on s'aperçoit bien qu'ici, l'idée B2, B4 ne peut pas fonctionner pour la fourchette entre le fou, car
il y a toujours la possibilité de prendre avec en B4. Pion A ne peut pas prendre à cause de la dame A1. Voici. Et il y a aussi la possibilité de pouvoir amener un cavalier en E4 éventuellement pour les noirs. Donc on profite du coup, bon, je reviens en position, on profite du coup du manque de développement des blancs. Alors les blancs ont la possibilité, dans cette variante, en général, de jouer cavalier D2, qui est ordinairement joué, avec l'idée de pouvoir le passer en B3, avec une fourchette dame fou, et de pouvoir gagner la paire de fou. Mais on sent que Magnus Carlsen est un petit peu frileux dans cette partie, et a choisi une variante un peu rampante. Il a choisi fou 2. Alors, tour D1, pardon. Tour D1, pour attaquer D5. Et là, Fabio Carona a joué une variante qui change. D'habitude, dans cette variante, il est tout revu, avec l'idée de pousser E5, et ensuite D4, pour profiter de l'avance de développement. Vous avez un vis-à-vis tour E8, roi E1 qui peut être assez dangereux. Mais Fabio Caruana choisit de jouer tour D8. Un coup assez surprenant et qui semble être vraiment une préparation. C'est pour ça que Carlsen décide de jouer fou 2, qui peut l'avoir un trempante. C'est peut-être là qui est intéressant sur le plan psychologique, c'est peut-être déjà comment dirais-je, un manque de confiance de Carlsen en ce moment, dans son jugement. Alors, fou 2, là, cavalier 4. Un coup superbe qui menace justement de déstructurer les pions blancs, en menaçant cavalier prend C3, pion B prend C3, et on a plusieurs cibles désormais, le pion C, C3, C4, A3. Donc ici les blancs choisissent de jouer petit roc, le B4 est complètement parce qu'il semble y avoir des sacrifices sur B4, avec une énorme avance de développement. Imaginez qu'elle les prend. Bon. Donc, B4. On va prendre B4. Faut prendre B4. Avec le cavalier C3 qui est triplement attaqué par le fou B4, la dame A5 et le cavalier 4. Voilà. Je reviens à la position initiale. Petit roc. Blanc. Et maintenant, on voit qu'on s'aperçoit qu'on est dans une position vraiment égale. Hein. On regarde d'ailleurs dans l'ordinateur. C'est totalement égal. Et c'est 3. On n'échange pas les dames, bien entendu, parce que si on échange les dames, forcément, on se retrouve dans une finale qui paraît compromise avec des pions 2, ici et ici. A, C3, qui seront facilement attaqués avec une colonne C ouverte. Donc là, 13e coup. D'accord. Du coup. Donc je regarde tout à l'heure, oui, tu as montré pourquoi B4 ne fonctionnait pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc là, on a une position où les blancs ont développé toutes leurs pièces. Il peut y avoir des velléités d'attaque avec, par exemple, le cavalier G5. Et essayer des ouvertures de ligne pour profiter d'une avance de développement. En contrepartie, ce que les noirs ont obtenu, c'est des faiblesses. Donc on voit bien que le pion A3 et C3 sont isolés. Et donc il va falloir serrer les boulons pour pouvoir conserver l'avantage. C'est un avantage de structure. Donc
Donc les noirs ont prévenu, on jouait ces ouvertures assez rapidement, hein, à H6. Donc on est vraiment toujours dans Oui, l'ordre de la voilà. préparation. N'hésite pas à accélérer. Tu peux accélérer, hein, Ouais, sans problème. à 4, voilà. Donc puisque le pion A3 est en l'air, hein, il attaque deux fois, on le note. Hein. Par le fou, le fou C5 et la dame A5. Cavalier 7, on est toujours, cavalier 7 est un coup également excellent, c'est toujours dans le cadre de la préparation de Fabiano Caruana, et permet de, en cas d'échange sur D5, de pouvoir reprendre avec ce cavalier. Vous voyez, on prend, c'est prendre, le cavalier prend D5, du coup, le fou F4 et le pion C3 sont pour revenir aussi si on, à un moment ou un autre, si on enlève la tour, on joue fou D7, il y aura des signes en A4, en F4, en C3. Là, les blancs ont joué cavalier 5. Alors, en prenant sur un commentaire de Magnus Carlsen lui-même, cavalier 5 serait une erreur de calcul. Il n'a pas vu tout simplement le coup qui vient, juste après, qui est fou D6. C'est un excellent coup. Tout simplement parce que l'échange du fou cavalier serait avantageux pour les noirs. Toujours ce problème de pion isolé. Alors, on va avancer un peu plus vite. On va faire le change. On se retrouve avec un cavalier central D5 monstrueux. Alors apparemment, il y aurait également des variantes qui seraient intéressantes pour les blancs, c'est de sacrifier en F7, le cavalier E5 prend F7, 3 prend F7, tour prend E4. Mais cette option n'a pas été choisie par les blancs. Donc, on voit que c'est une prise de risque. Alors, on peut faire le bilan, on a 5 pions, 5 pions, on va perdre 6 pions, on va le perdre en 6e pion en D5, avec une position du roi noir qui est légèrement exposée, mais voilà, avec des contreparties pour les noirs lorsqu'ils vont prendre ce cavalier en D5, s'ils font D5, le fou revient. Donc c'est une position qui va être un peu compliquée à gérer, mais qui est largement tenable par les noirs. Donc, mais Carlsen n'a pas osé rentrer dans cette variante-là. Donc ça aussi, c'est peut-être un signe, hein, toujours de l'absence de volonté de prendre des risques. Et il a préféré fou F3. Alors, l'idée, c'est toujours de faire une pression sur le manque de développement des noirs. On voit bien que la tour A8 des noirs est toujours pas développée, le fou C8 également. Il y a cette diagonale H1 A8 qui paraît intéressante puisque le pion D7 sera en l'air. Et que le pion C3 pour les blancs ne peut pas être en prise puisqu'il y a toujours ce fou D6 qui est en l'air. Alors, cavalier prend F4. Les noirs décident d'échanger un maximum de pièces pour alléger la pression. Vous voyez, il prend aussi, il change. Et voilà, et dame C7. Alors c'est une position clé, hein, parce que maintenant on a échangé un maximum de pièces, les noirs ont moins de pression. Il y a toujours ce problème d'îlot pour les blancs qui est A4 et C3. Il y a un pion 5 qui peut être en prise aussi, mais toujours deux pièces qui ne jouent pas. La tour A8, il faut C8. Tour B1. Donc accentue la pression sur la dame, sur B7. Alors on voit que ce pion E5 pourrait être reprise, hein, mais sur dame D3, on a un arrêt avec les noirs. C'est-à-dire que on menace dame D8 et la tour A8 et le fou C8 ne joue toujours pas. On revient en C7, la tour revient en D1, on menace toujours dame D8, tour prend, avec deux pièces qui ne jouent plus. Et un fou F3 extrêmement actif, une tour F3. Donc ça, c'est un joli sacrifice positionnel, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, le pion. Donc le pion E5, donc je reviens un peu à ce que tu viens de montrer. Donc effectivement, dame C7, tour B1. Tour B8. Donc tu parlais maintenant de sacrifier. Donc si les noirs prennent le pion E5. Oui. Dame D3 et les noirs bougent Dame de trop. D3. Ouais. Les pièces Alors sont... c'est toujours ce n'est pas un avantage prédominant, mais c'est un avantage qui est durable. Et on reconnaît bien le style de Carlsen, c'est-à-dire avoir ce micro-avantage et continuer à torturer son adversaire en mettant une pression constante. D'accord. Alors juste là, donc on a encore une dizaine de coups à voir. Moi, ce que je te propose, c'est on va terminer cette partie tranquillement. Donc c'était bien parce que c'était aussi l'émission test. Voilà, on a eu quelques spectateurs, mais je pense que je vais de nouveau publier des informations sur cette émission qu'on vient de faire ensemble, voilà, en direct. Et là, je pense que voilà, ça va durer encore 5-10 minutes. On termine la partie et puis On n'ira pas jusqu'au terme de la partie, je pense, parce que c'est une finale qui n'est pas très passionnante, hein, mais on va pouvoir le constater. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est finalement, il y a quand même des moments où il y a eu des possibilités. Là, j'ai l'impression que les blancs, enfin, si je vais mettre des positions où a priori il aurait pu se passer quelque chose. On peut dérouler la partie hein, pour déroulons. Alors, bon. On revient à Dame D3. On était sur tour B1 avec voilà, donc tour B8 pour pouvoir relâcher la pression, jouer B6 et pouvoir attirer ce fou, hein, pour développer ce fou. Dame D3, donc qui menace de rentrer sur D6. Hein, Dame D6 permet l'échange, Dame prend, D5 prend D6. Voilà, on a un pion passé qui pourrait être appuyé par l'autre, le pion C3, C4, C5, éventuellement. 7. Hein. Donc maintenant, ça y est, les noirs ont réussi à sortir un petit peu la masse en sortant leur fou. A5. Donc on continue à maintenir la pression sur le pion D7. Ce pion A5, pardon. Ce pion A5 ne peut pas être pris parce qu'effectivement on a D7. Voilà. C'est assez extraordinaire parce que les deux pions A5 et E5 sont menacés mais ils ne peuvent pas être pris. Fou C6. Ça y est, les noirs ont réussi à sortir leur fou, à tuer leur fou. Ouais. Là... Les blancs choisissent maintenant de jouer dame D6. Alors, ça paraît assez étonnant, hein, mais d'échanger les dames à ce point-là, mais on voit bien qu'on a quand même un réel problème, c'est-à-dire que si on laisse échanger les fous et qu'on arrive à jouer sur le pion C avec tour C8, on risque d'avoir des problèmes ensuite, parce qu'il y a le problème du mat du couloir, il y aura le pion A5 en l'air. Donc dame D6. Les blancs choisissent délibérément de rentrer dans un plan où ils peuvent contrebalancer leur mode de développement avec leur pion isolé avec un pion passé. Oui, ça paraît un peu dangereux pour les noirs là. Si les blancs peuvent se créer oui. pion, enfin après C4, C5, si les blancs peuvent faire ça, il va y avoir un pion D6 très très embêtant, hein, un peu une épine. Mais bon, les noirs visiblement peuvent aussi revenir défendre avec leur roi. Exactement, le roi peut venir en suite faite pour alors on échange. Et maintenant, le roi, effectivement, comme tu l'as souligné, Étienne, vient à la rescousse pour stopper l'arrivée du pion D et commence peut-être certainement à créer des difficultés parce que on voit bien le chemin qu'il va prendre. Il va passer 8, D7, C6
Et une fois qu'on tient ce fameux pion D7, les pions D et C vont devenir des cibles. Et on note que vraiment la structure des blancs n'est pas la meilleure. On a deux pions isolés, deux pions isolés C, pion doublé sur la colonne F. Et un pion D qui est potentiellement prenable. Oui. Donc c'est 4, le pion arrive à la rescousse du pion D6, on arrive à 6. On essaie de créer des échanges avec les blancs. Donc voilà, donc là maintenant, c'est 5. B6 est cloué. Donc là, alors, Magnus Carlsen s'est rendu compte que les pions C et D étaient de toute façon perdus. Donc il a choisi de donner ses pions dans les conditions les plus optimales possibles. Alors, conditions optimales, qu'est-ce que tu veux dire ? Donc on voit bien que, bon, ça veut dire il choisit de sacrifier tous ses pions pour avoir une tour très active sur la 7e rangée. On va pouvoir le constater par la suite parce que ça c'est pas visible immédiatement. Hein, voilà, on voit que le roi noir s'approche des pions C et D de manière très dangereuse. Bon. Donc les blancs vont liquider les pions à l'aile dame, quoi, a priori. Exactement. Et ensuite tenir avec 3 pions contre 4 à l'aile roi, c'est ça ? Ah oui, c'est exactement ça. On se retrouve dans une position qui est inverse à ce qu'on avait connu dans la partie précédente, où cette fois-ci c'était Carlsen qui avait un pion en plus dans une finale de tour et Caruana qui souffrait pour pouvoir maintenir une position nulle. Et là c'est le contraire. C'est assez drôle. Alors sauf que la partie va pas durer 115 coups. Non. Non, parce que Caruana décide, je pense, de privilégier sa fraîcheur. Voilà. 5. Oui, parce que là, dans le plan que les noirs vont faire, c'est de jouer roi E6, tour D7, et cette fois-ci de s'emparer du pion D6. Donc Carlsen sait très bien que ce pion est perdu. Donc il va essayer de maintenir le roi à distance. Le roi noir, il lâche le pion D6. Voilà, donc il lâche le pion D6 et puis il va jouer pour avoir une sorte de forteresse, quelque chose. Mais il n'est pas... la forteresse, elle est là, en fait. Elle est là entre les pions F2, F3, F2 ne vont absolument pas bouger. Hein, on attend qu'il y ait un choc en fait entre les pions noirs et les pions blancs pour s'échanger et essayer de continuer à favoriser cette nulle. Vous voyez, on a D7 délibérément les blancs sacrifient leur pion. Voilà, il sacrifie le pion simplement pour obliger le roi à reprendre et couper ce roi noir sur la 6e rangée. Hein. Donc de telle façon, on va laisser la possibilité aux noirs de jouer activement avec leur roi. Bon, pourtant, il me semble que les noirs vont quand même réussir à réactiver leur roi. Oui. Donc, après, roi. Parce que si, par exemple, si les blancs jouent tour G6, par exemple, comme tu l'indiques sur sa flèche rouge, ouais, okay. On a toujours la possibilité de jouer roi E8, protéger le pion G7 avec la tour, voilà, et de revenir plus proche des pions en jouant ensuite. C'est un joli coup, roi E8, parce que effectivement, là je me dis, mais là il y a une double attaque après tour E6, mais ça mène à double attaque, échec au roi et attaque le pion E5. Mais on voit bien que les noirs ont un coup qui défend avec la tour. Donc, hop. Donc la tour qui peut revenir en E7, s'interposer. Tout est défendu chez les noirs. Ils vont pouvoir redéployer leurs forces. Et puis jouer cette finale 4 contre 3. Mais en plus avec une structure de pions intacte, alors que les blancs ont des pions doublés. Oui, exactement. Puis l'échange ne favorise pas les blancs, puisque une finale qui est très compromise, hein, entre 4 pions contre 3 avec en plus les 2 pions doublés. Ok. Donc, du coup, alors, on remet la position initiale. Roi E6, ouais. Donc D7, échec, roi prend D7. Ok.
tour B5, et donc les blancs choisissent de ne pas s'enfermer dans la case D6, ils décident d'attaquer de manière latérale, en essayant de harceler le roi noir, si jamais il décide de monter. Roi E6, tour B5. Donc, si jamais le roi monte, on peut faire des échecs continuels, parce qu'il y a les pions E et F qui peuvent être menacés. Du coup, le roi noir bat en retraite, il continue à le couper, puis on fait durer le plaisir. Voilà, tour B5, roi F6, tour échec, et le roi décide de trouver une petite case de repos, un petit havre de paix en G5. Comme ça, il pourra peut-être s'orienter vers F4 et attaquer les pions F. Tour B5, on continue de harceler les pions. Voilà, check. Et on a réussi à forcer les noirs à pousser leurs pions en E, du coup, et à échanger les pions doublés. Plus il y a d'échanges, plus c'est bon signe pour les blancs. Exactement. Comme ça, Tony. Alors, est-ce que... Alors maintenant, surtout en position. Comment? Oui, alors est-ce que quel pourrait être le plan des noirs pour tenter de gagner dans cette position? C'est un peu compliqué, parce que oui, c'est pas évident du tout. Il faudrait arriver à prendre l'un des deux pions H2 ou H2. Donc si par exemple avec la tour noire on essaie de passer sur la 7e rangée, on risque de se faire attaquer les pions noirs par la tour. Je pense à la tour G7, la pion la tour en B7 par exemple. Donc c'est une difficulté. Oui, en fait, ce qu'il faut ici, ce type de finale, ça fait vraiment appel à la pensée schématique. C'est comment disposer ces pièces. Bon, avec les noirs, on peut se dire, on a un pion de plus, il faut essayer de faire quelque chose de la façon optimale pour soit réussir à se créer un pion passé, soit attaquer des points faibles. Mais on voit bien que le roi blanc, il va rester dans son refuge là. Les blancs, ils se cachent finalement, et puis ils attendent qu'il se passe quelque chose. Bon, c'est vrai que dans cette position, j'ai du mal aussi à imaginer comment les noirs progressent. Peut-être, j'aurais tendance à dire un petit peu rêver quoi, mais si on arrivait avec les noirs, alors, je sais pas si on peut jouer plusieurs coups de suite, mais faire quelque chose. Je fais comme si les blancs attendent. Je fais comme si les blancs attendent. Voilà. Et... alors, attends, ok, si les blancs prennent, j'ai un petit peu de mal. On reprend du pion H. Voilà, moi je dirais que ça serait un peu un rêve pour les noirs. Parce qu'ils auraient toujours... alors, pourquoi ils ont un pion de plus, mais maintenant il y a la possibilité d'attaquer le pion H2. Ici. Donc on peut encore avancer, mettre le roi en G5, pousser le pion E, la tour en H7. Je dis pas que c'est gagnant, mais bon. Mais visiblement, on rêve un petit peu, parce que effectivement, c'est pour ça que Carlsen a très vite, il fait échec au roi, donc il incite le roi noir à venir devant ses pions pour... le roi noir est bien caché, mais les pions noirs sont pas mobiles. On a du mal à pousser le pion G jusqu'en G4. Comme ça que je me suis dit, tiens, fait échec, le roi noir vient sur la colonne G, on ne peut pas pousser le pion G en G4, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il joue E4. Il joue E4 à un moment donné. Il n'y a pas de pion passé, il n'y a pas vraiment de faiblesse chez les blancs, et ce pion de plus ne va pas suffire. Il veut peut-être... il y a comme commentaire ici à donner... par si les blancs jouent la tour sur la 3e rangée, puis attendent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. Donc du coup, dans cette partie, les noirs les blancs ont tenté, les noirs ont tenté de petit passage par E3, peut-être, mais qui est vite était arrêté. Alors, pour le 4, alors, ce qui est assez intéressant, c'est ce dernier coup H3, justement. Et H3 est assez fort, puisqu'il empêche
il empêche toute velléité d'intervenir sur passer par G4, un jour passer par H3, un jour. Oui, voilà, H3, ben, avec les noirs, on a du mal à pousser les pions. Voilà, dès qu'il y a le pion qui arrive en G4, il va y avoir un échange. Et voilà, encore un échange. Voilà. Et dès que les noirs arrivent avec deux pions comme ça, un en E4 et un autre en G4, voilà, j'aurais tendance à dire, on colle la tour blanche sur la troisième rangée, puis on attend. Voilà. On peut aller donc les attaques de la tour, en fait, c'est simple là. Oui, on reste sur la quatrième rangée avec la tour, et puis dès que les pions G et H sont suffisamment poussés, assez loin, on peut essayer de contourner en faisant cette fois-ci une attaque verticale, en passant sur la huitième rangée avec la tour, et en faisant des échecs à distance. Et alternativement, soit des échecs, soit des attaques de pions. Ouais. Donc, là, la partie se conclut rapidement par la nulle. Je te propose de faire une petite conclusion de cette deuxième partie, de la physionomie du match pour l'instant. Et puis de donner, si tu veux même, ton pronostic pour la suite. Alors, pour l'instant, je trouve que le match est assez bien engagé pour Fabiano Caruana, parce que on voit quand même que Carlsen n'est pas au mieux de sa forme. Là, dans la première partie, il a manqué des coups qui avaient l'air, entre guillemets, évidents pour nous, bien sûr, mais c'est des coups qui sont plutôt faciles pour lui lorsqu'il est à son meilleur niveau. Et là, dans cette deuxième partie, il est quand même tombé dans une préparation et il a, de son propre aveu, n'a pas très bien calculé. Donc voilà, il se montre sous un jour qui n'est pas très agréable en ce moment et il est peut-être dans une période de doute. Donc, qui l'a empêché, par exemple, de faire une bonne invariante avec les braves 7, c'était peut-être quelque chose qui était, c'était peut-être un essai, une prise de risque, mais il l'apprend pas pour l'instant. Il est en train d'attendre et peut-être qu'il compte sur justement la fatigue de son adversaire pour pouvoir prendre le dessus. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte que lui, il a l'expérience avérée de ces matchs championnat du monde, et puis Caruana, Carlsen a l'expérience, mais Caruana, par contre, est novice dans la matière et ne sait pas encore gérer ce genre de compétition. Hein. Il y a tout le stress, toute la fatigue qui rentre en ligne de compte. Oui, c'est vrai qu'à donc, à ce niveau, c'est très, très important. Ouais. Donc, ce sera vraiment un match très passionnant et il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui se déboucle pour peut-être la première paire de Magnus Carlsen qui permettrait justement d'accélérer un peu le match et d'avoir quelque chose d'un peu plus actif, un peu plus offensif. Sinon, on aura peut-être effectivement on continuera à avoir ce genre de partie pendant très longtemps où on se neutralise, on se respecte mutuellement. Voilà, ça risque d'être un peu ennuyeux. Hein. Alors tiens, Ingmar, toi, si le match dure comme ça, ta préférence, tu la donnes à qui? C'est avantageux pour lequel des deux joueurs? S'il n'y a il n'y a pas de victoire qui se décide, enfin, il y a beaucoup de parties nulles. Enfin... je compte quand même sur le physique de Carlsen. Malgré tout, le physique et le mental de Carlsen pour l'emporter. Bon, on dit souvent que... C'est du 55-45 à peu près. Hein, oui, c'est très proche. De toute façon, c'est vraiment infime. Très proche. Ouais. Bon, ce qui avantagerait Carlsen, même si en cas de match nul, là, ils iraient dans des départages rapides, voire... il faudrait que je regarde la fin de tout le règlement, mais il me semble qu'après, c'est des départages en partie rapides qui sont prévus. Même ces cadences sont censées avantager Carlsen, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire que si Caruana n'arrive pas à marquer assez rapidement, ça peut quand même, ça peut se retourner contre lui. Si on estime que Carlsen est un tout petit peu plus fort, plus le match dure, plus ça favorise normalement le joueur qui est un petit peu plus fort. Mais bon, ça se joue à pas grand-chose. D'autant qu'il y a une pression, je pense, quand même psychologique qui pèse sur Caruana, c'est toute l'armada américaine qui est derrière quand même. Hein. C'est de se dire que voilà, on représente les États-Unis cette fois-ci, c'est plus l'Italie. Pour toi, c'est un désavantage. On est en train de dire que être soutenu par
par les Rex Sinquefield, par tous ces, par Saint-Louis, par tous ceux qui souhaitent bonne chance à Fabiano, enfin, c'est un soutien non seulement des fans, hein, mais psychologique et puis aussi financier. En tout cas, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une pression, mais en même temps, c'est agréable d'être soutenu, d'avoir tous ces fans comme ça qui espèrent. Bien sûr, hein, c'est agréable d'avoir tous ces gens qui te soutiennent, toute une nation qui est derrière lui quand même, parce que c'est quand même les États-Unis, c'est pas n'importe quoi. Et surtout, malheureusement, on voit que quelque part, on est toujours en train de penser à Bobby Fischer. D'ailleurs, dans toutes les interviews, on parle de Bobby, ce serait le descendant de Bobby Fischer. Alors lui s'en défend, il dit je ne ressemble pas à Bobby Fischer, mais malgré tout, il y a quand même cette analogie qui revient régulièrement, récurrente, et qui lui crée une pression supplémentaire. Voilà. Donc après, toute la question est de savoir est-ce que ça va être un fardeau pour lui ou est-ce que ça va être quelque chose qui va lui permettre de se dépasser. D'accord. Bah écoute, voilà, on va certainement se donner un prochain rendez-vous parce que c'est passionnant. Et puis là, ça va durer 2 semaines de combats intenses. Donc aujourd'hui, ils se sont reposés. C'était dimanche, voilà. Ça reprend demain, lundi et mardi, donc 2 parties de suite à Londres. Je rappelle aussi une chose, il y a des éléments dont on ne tient pas forcément compte, mais l'année dernière, pendant à Londres, London Chess Classic, que Caruana a remporté, je crois qu'au début du tournoi, Magnus Carlsen avait été malade. Hein, on est en période quand même d'automne, hiver, le temps n'est pas fantastique. Bon, ça peut jouer aussi. Magnus, pendant il a une phase, il n'était pas en grande forme, il était un peu malade, il le disait, voilà, ça a joué contre lui. Donc ça, c'est aussi un paramètre qui peut rentrer en compte s'il est des choses que l'un ou l'autre ne peuvent pas maîtriser complètement. Tomber malade dans une rencontre. Il y a une photo qui est parée. Une photo qui est parée de lui sur Twitter, sur Facebook du club de Saint-Maur d'ailleurs, j'en profite, mais où on le voit les traits tirés, cernés. C'est une photo qu'on n'a pas habituellement l'habitude de voir. Pas sous son meilleur profil. Donc, est-ce qu'effectivement il y a quelque chose, je sais pas, une petite maladie ou peut-être trop fatigué. Comme tu l'avais souligné auparavant. Être bien reposé, avoir bien dormi, être en forme, c'est utile pour être bien dans son match et aussi tenir sur la durée parce que c'est ça, hein, c'est long, c'est éprouvant, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Ok. Donc, et il y a aussi pour lui le fait d'être la pression. Donc, je te laisse dire. Non, mais beaucoup de pression. Je t'ai entendu plusieurs fois parler de pression, donc c'est ça que tu ressens le plus et que tu indiques que ce serait plutôt un phénomène négatif pour Caruana qui a la pression de tout un pays ou plein de personnes derrière lui qui le soutiennent. Bon, ok, donc à voir effectivement. Alors, écoute, Igmar, merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission d'une nouvelle chaîne. Merci de m'avoir invité. Hein. Mais non, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. C'est pas si facile. Donc, d'ailleurs, moi, je pensais qu'on irait qu'elle durerait beaucoup plus, qu'elle serait beaucoup plus courte finalement. On est resté 2 heures en direct. Voilà. Donc, les parties sont passionnantes. Il y a beaucoup de choses à raconter. J'espère que nos auditeurs et spectateurs YouTube auront apprécié les discussions, les analyses qu'on a faites. Et puis, j'espère te revoir dans le cadre de cette émission et de continuer à analyser les événements et les rencontres de haut niveau. Avec grand plaisir, et puis j'espère que nos auditeurs, en tout cas, auront pris également du plaisir dans l'analyse de ces parties, et qui n'hésitent pas à commenter d'ailleurs pour apporter des améliorations éventuelles, effectivement,
cette première édition de cette chaîne télé consacrée aux échecs. Hein, voilà. Et un appel à tous ceux qui auront vu cette émission, effectivement, ne pas hésiter à donner des conseils. Hein, il y a encore des choses techniques à régler, il y a encore des éléments à améliorer. De toute façon, ça fait partie du jeu. Et c'était l'occasion de se lancer à l'eau. Merci d'avoir participé à cette première émission. Et à bientôt. Merci Étienne. Et à bientôt.